Alors, si vous étiez avec nous hier, vous avez vécu, parce que nous étions en direct et ça continuait à avancer. On vous a montré certaines vidéos. D'ailleurs, Thomas vous propose une autre vidéo sur ce culte de la personnalité XXL de Donald Trump. Ce cabinet, cette réunion ministérielle qui a occupé plus de 3 heures de temps, plus que la durée du parrain. C'était un des titres d'un média américain en disant voilà, ça avait duré. Et on voit comment ça a été mis en avant façon triomphe de Donald Trump. Le fait que ça a duré 3h17 en expliquant que c'est la preuve que ce gouvernement est pour la transparence. J'ai beaucoup réfléchi en me disant, ouais, vas-y, tu peux montrer le titre. Ouais, je me disais, on aurait dû mieux faire en maintenant cinéma et avoir regardé Le Parrain ensemble en direct. Ouais. Mais on a eu des moments cinéma hier aussi. Mais j'ai Dramatique. Non, exactement. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la raison. Ce n'est pas un hasard si Donald Trump et ses ministres ont occupé 3h17 de temps en direct en me disant, mais c'est quoi? On sait que la veille, donc le lundi, où il était pareil dans le bureau ovale, c'était pas dans le cadre d'une réunion ministérielle, mais c'était dans le cadre d'une conférence de presse à la Donald Trump au sein du bureau ovale. On sait que l'événement a duré plus longtemps que prévu, commencé en retard, duré plus longtemps que prévu, parce que du côté de Chicago, il y avait le gouverneur Pritzker qui faisait sa conférence de presse contre Donald Trump. Et donc, en permettant à Donald Trump de rester plus longtemps à l'antenne, ça permettait de faire de l'ombre sur ce que faisait Pritzker à Chicago. Stratégie classique. Et donc, hier, quand on voit ces 3h17, je me suis pas mal interrogé en me disant, mais pourquoi, comment? Et dans la manière dont j'ai vu les comptes Trump ont vendu cet événement-là, en fait, j'ai compris. L'idée, vous le savez, parce qu'on en a parlé, c'est que toute cette fin de semaine dernière et lundi a tourné autour de l'état de santé de Donald Trump. Et entre autres, des marques sur ses mains, principalement sur sa main droite. On l'a vu hier faire toute sa conférence ou presque avec la main pendant plus de 3 heures avec la main sur les genoux. Et donc, si vous vous promeniez sur les réseaux sociaux, et attention, cette administration prend en permanence la température des réseaux sociaux. Alors oui, les médias traditionnels en ont pas ou peu parlé. C'est le cadre des shorts que tu as publié, Cody, ce matin sur notre chaîne. Mais c'était le sujet principal sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'on en a voulu faire, c'est de dire, parce que c'est comme ça que ça a été vendu après, a posteriori par les comptes, y compris le compte qu'on vient de vous montrer, Rapid Response 47, c'est un compte officiel de la Maison-Blanche. C'est le compte officiel de la Maison-Blanche. Ce n'est pas le whitehouse.gov, mais c'est un autre compte de la Maison-Blanche. Et a été de nous vendre que, en fait, regardez, Donald Trump, en fait, n'a pas de problème de santé. Il est extrêmement endurant. La preuve, il vient de faire 3h17 d'intervention sur tout et rien. Parce que Oui. sur tout rien, mais le rien, évidemment, on n'a pas parlé. Si vous alliez voir les comptes rendus de ce meeting, y compris par tous les comptes personnels de membres de la Maison-Blanche, c'est ça ce qui m'a mis qui m'a fait m'interroger sur la raison. Tous expliquaient qu'en fait, Donald Trump n'avait pas cessé de parler pendant 3 heures. Alors que vous l'avez vu, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, il y avait cette idée, et c'est quelque chose qui a été utilisé de Fidel Castro aux réunions du Politburo ou en Chine, exactement pour ça, pour montrer que le cher leader était en pleine possession de ses moyens et que donc pouvait parler pendant des heures.
Et d'ailleurs, la manière dont ça a été célébré, et on va parler ici de ratio, Thomas, ça a été célébré par le compte pro-Trump. Regardez, hein, c'est pour dire, évidemment, la photo, c'est pas hier, je vous rassure, il ne s'est pas mis à danser au moment de la fin de cette réunion. Mais l'idée, c'était de dire, il a une énergie extraordinaire et on voit que Gavin Newsom le est toujours groupe présent. de Gavin Newsom toujours présent. En 21 minutes, ils ont fait un ratio à Donald Trump. Ça veut dire qu'il y a plus de likes, plus de cœurs, hein, des pouces ici. Allez mettre des pouces. Plus de likes sur le message de Gavin Newsom qui se moque de Donald Trump que sur le message de la Maison-Blanche qui célèbre la vigueur de Donald Trump. Avec beaucoup moins de vues en plus, parce que vous voyez le premier tweet à 50 000 impressions vues pour même pas 2000 likes, et l'autre à moins de 9 000 pour... c'est quasiment un quart des gens qui ont vu le message ont mis un like. Exactement, mais la différence, c'est que le message de Donald Trump, il y a une photo et l'algorithme de X le pousse. Et bon, en tout cas, ça, c'est l'idée qu'on a essayé de vous vendre. Hier, Donald Trump a essayé de vous vendre aussi l'idée que, en tant que président, il avait tout pouvoir et qu'il pouvait faire ce qu'il veut. On va écouter. I don't love, not that I don't have the right to do anything I want to do. I'm the president of the United States. If I think our country's in danger, and it is in danger in these cities, I can do it. No problem going in and solving, his difficulties. Voilà, je peux faire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis le président. Et puis, évidemment, on va regarder tout de suite ce petit montage réalisé par CNN, hein, qui est un petit peu dans le même état d'esprit de ce qu'on vous avait montré hier. C'est ce moment où il y a eu ce tour de table. Allez voir notre vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, sur le culte de la personnalité XXL de Donald Trump, parce que vous allez malgré tout sourire. Donc ce moment très Corée du Nord, hein, il y a vraiment très Corée du Nord, où un par un, l'ensemble du cabinet de Donald Trump a félicité Donald Trump, a flatté Donald Trump. Vas-y Thomas. It's an honor to do this job under the president's leadership. You are the single finest candidate since the Nobel Peace, this Nobel Award was ever talked about. Thank you for your leadership, for your boldness, for your clarity, for common sense. This is just such a great opportunity, really, to recognize your leadership. It's pretty great to celebrate Labor Day with a builder who loves labor. You have saved this country by making it the best place in the world to do business again. You are really the transformational president of the American worker, along with the American flag and President Roosevelt. Donc, évidemment, tout ça s'est terminé par une photo de famille sur le nouveau tapis de la Maison-Blanche. Vous ne devinerez jamais la couleur. J'ai une question. Le chat. Quelle est la couleur voilà, de ce tapis? Donc, on a trouvé un autre endroit pour mettre de l'or. Il était bleu avant le tapis. Oui, hein. on a trouvé un autre endroit pour mettre Oui, mais de bleu, l'or. c'est la couleur des démocrates, donc il faut absolument Donc pas. là- Et Joe Biden a mis les pieds dessus, donc. On a le tapis, l'or sur les murs, les rideaux aussi. Ouais. Ça commence quand même à... C'est le golden. Ça C'est le commence golden. vraiment à être dur de reconnaître C'est le bureau golden ovale. Hein. office. Je te jure, le Resolute Desk, c'est la prochaine chose à changer. Ouais. On va mettre des Non, détails en or. Je pense qu'il ne pourra pas parce que C'est quand même trop de symbolique. Il y a déjà le bouton d'Ayed Coq dessus. C'est le bouton en or. Hein. Qui N'oublions est pas. présent pour la photo, le bouton. Ouais, hein. bien sûr, on l'a ramené parce qu'il était dans le... Il y en a plusieurs, Il y j'imagine. en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il a un gold guy, et il y en a que- plusieurs. Où qu'il aille, il a son bouton d'Ayed Coq avec lui, c'est certain. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça dans le cadre du Journal des Vaguelettes. Parce que, d'un côté, vous avez cette image de propagande que l'administration Trump souhaite lancer, hein, qui est en plus consolidé par ces faux chiffres en permanence de sondage que Donald Trump publie sur Truth Social, sans jamais donner une source d'ailleurs. Il annonce qu'il a 70% de taux de popularité.
Il n'y a jamais une source qui accompagne ce chiffre-là parce que, évidemment, Pas ça besoin de n'existe source pas. quand ça vient de Trump. Exactement. Il explique qu'il a 94 ou 95 ou 96% de popularité chez les républicains. C'est pareil, il n'y a aucune source. Donc, on décide là. Alors que le dernier, par exemple, sondage Quinnipiac, qui est extrêmement sérieux et qui est plutôt favorable d'habitude à Donald Trump, vient de nous expliquer que Donald Trump a 37% des Américains qui lui apportent son soutien. C'est pas 70, hein, c'est divisé par 2 le chiffre. Mais bon, ce qu'on essaye de nous vendre, hein, ces efforts de propagande, grâce à Donald Trump qui occupe le terrain en permanence, les réseaux sociaux, X et Truth Social, les comptes désormais de tous les ministères qui se sont transformés en permanence en compte à la gloire de Donald Trump. Ça aussi, c'est nouveau. On ne parle même plus des actions de tel ou tel ministre. On célèbre Donald Trump en permanence. Et il incarne à lui tout seul le pouvoir. Fox News, évidemment, qui est dans cette logique-là, de venir nous expliquer qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, autant d'emplois, que les États-Unis c'était hot, que tout allait bien, que Trump est en forme olympique. La preuve, il préside le Conseil des ministres le plus long de l'histoire des États-Unis, même en période de guerre, y compris de guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de réunion aussi longue. Tout va bien, c'est un triomphe. Donald Trump est le meilleur. Donald Trump est le meilleur. Sauf que ça, c'est à 100% de la propagande. C'est ce qu'on essaye de vous vendre, que l'administration Trump essaye de vendre, alors que la réalité du terrain, elle, est autre chose. On va commencer cette petite exploration du côté des républicains dans des États républicains. Et on va commencer du côté du Texas. Vous le savez, le Texas a été le théâtre d'un drame politique il y a quelques jours avec cette demande, cette exigence de Donald Trump qui a appelé en disant, parce que justement, il n'a pas 70% dans les sondages, mais parce qu'il est dans une position extrêmement précaire dans les sondages. Et on va aller plus loin que les sondages tout à l'heure, parce qu'on va parler d'élections. Il a demandé donc au gouverneur du Texas, qui s'est exécuté bien évidemment, de lui trouver 5 nouveaux sièges pour tenter de conserver sa majorité en 2026. Je vous rappelle que nous allons vivre la campagne la plus importante de la démocratie américaine à partir de la rentrée. C'est une campagne que nous allons vous faire vivre de l'intérieur, de manière extrêmement fréquente. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification parce que on va devenir, comme nous le sommes devenus sur la campagne présidentielle, votre source incontournable, francophone et pro-démocratie sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Et la violence et l'ampleur de ce qui va se passer, mais l'importance surtout de ce qui va se passer, est sans égal. Donc, abonnez-vous. Et donc, dans le cadre de cette volonté, où Donald Trump sait qu'il risque de perdre sa majorité, et s'il perd sa majorité, ça veut dire qu'il va terminer les 2 dernières années de son mandat avec le risque d'un véritable impeachment, Chambre des représentants plus Sénat. Il y a donc cette volonté de se dire je vais perdre dans les élections, donc il faut me créer des sièges où je suis certain de gagner, où on va présenter une chaise vide et la chaise vide va être élue parce qu'on va dire cette chaise, elle est pro-Trump. Et c'est pour ça que donc on a vu que Gavin Newsom, qui est all-in, comme nous, a décidé de faire la même chose, mais de manière différente, avec un vote aux électeurs, en tout cas de soumettre au vote des électeurs le 4 novembre prochain
un redécoupage de la Californie. Est-ce que ça suffira ou pas? On va aller, dans les jours prochains, on va aller explorer ça et ce qui se passe actuellement dans d'autres États. Mais ce que je voulais revenir, c'est que cette décision de ce redécoupage électoral au Texas a entraîné, et ça c'est nouveau, même si ce n'est pas la majorité, mais c'est nouveau, et c'est important de le montrer, un phénomène de rejet des démocrates, de certains républicains qui, j'ai bien dit républicains, au Texas, qui se rendent compte qu'en fait, c'est un acte qui va contre la Constitution et qui est surtout antidémocratique, dans le sens où, à cause de ce découpage électoral, des millions de Texans n'existent plus, ne sont plus représentés. Principalement, évidemment, tout ce qui est minorité raciale. Et donc, on va voir cette image qui vient du Texas. On va voir ce petit clip. Vas-y, Thomas. This is a copy of my Republican Party registration. And Republican Party, take note. I think you're going to see a whole lot more of these. I've been a Republican all my life, but I will never be a Republican again. You know, what do you think is going to happen when millions more like me do the exact same thing? Goodbye, GOP. I will not be forced to vote for somebody that I don't want to. You've had it. You're done. You're toast. Donc, on n'est plus à brûler des casquettes, MAGA, mais on a brûlé sa carte d'électeur inscrit comme républicain en disant ce découpage électoral me force à voter pour une personne que je ne souhaite pas voter. Il n'y a plus de démocratie. Et en disant ce que je fais, j'ai été républicain toute ma vie, c'est terminé. Je ne voterai plus démocrate, je ne voterai plus républicain. Et c'est juste le départ d'une rébellion. Et l'autre jour, je voulais faire un tweet sur ce sujet-là, avec une accumulation de nouvelles, en me disant où je voulais dire, le jour où MAGA se réveillera. Et je vais être extrêmement optimiste, mais je l'assume. Je ne dis pas que la totalité de MAGA va se réveiller, mais un jour, MAGA se réveillera en se rendant compte combien ils ont été manipulés et trahis par un homme qui était là pour son seul intérêt personnel. Et que ce jour-là, ça va pas mal secouer aux États-Unis. Donc, vous avez cette première image. On va partir maintenant du côté du Missouri. Notre État républicain. On est en notre État républicain. Cody, si tu peux nous rechercher le résultat des élections, parce que c'est pour vous montrer, on est vraiment dans le rouge. Et dans cette partie rouge, vous avez un élu républicain qui décide de faire un town hall dans un État où on est en pleine sécurité. Donc, Cody, tu veux nous dire? Il y a eu presque 20 points d'écart entre Trump et Kamala Harris et une différence de 500 000 voix sur une élection où il y en avait 3 millions. Donc, c'est vraiment une énorme victoire de Trump. Alors voilà, donc vous avez 20 points d'écart entre Donald Trump et Kamala Harris. Donc on est vraiment dans un état sûr du Parti républicain. Il y a aucun doute d'ailleurs que cet état continuera à voter républicain pour un petit moment. C'est un état fermier, hein, c'est extrêmement important, gardez-le en tête. Et donc il y a cette réunion qui est faite, ce town hall, par l'élu MAGA
du coin. Et ce sont des républicains qui sont dans la salle. Attention, ce ne sont pas des activistes démocrates qui sont rentrés. Et on va écouter, on va commencer par la 2, Thomas, le genre de questions et le genre de remarques auxquelles aujourd'hui les républicains ont droit. Vas-y, Thomas. A couple of comments which you don't have to respond to, but I'm going to. You talked about abuses in the Medicare and Medicaid system. I found it interesting that the president pardoned someone who defrauded the Medicaid system for about $1.3 billion. I find that curious. And as far as... Vous voyez, c'est extrêmement poli. Hein. On est entre républicains et on dit, vous venez de nous parler des efforts du gouvernement Trump pour enlever tout ce qui est abus du système financier autour de Medicare, donc autour de l'assurance santé, mais ça paraît complètement étrange en pensant sur le fait que Donald Trump a pardonné, donc on était à la fin de son mandat de 2020, quelqu'un qui a été condamné, c'est la plus grande condamnation de l'histoire des États-Unis, pour avoir détourné 1,3 milliard de dollars du système de santé américain. Et donc, c'est Donald Trump, c'est quelqu'un qui a été condamné à la prison, et c'est Donald Trump qui l'a pardonné pour qu'il soit libéré. Donc, on souligne et on voit, on a fait ses recherches, on souligne ça. Et puis, à un moment, vous avez un fermier qui est une des catégories qui a le plus voté pour Donald Trump. Mais les fermiers, aujourd'hui, ils sont confrontés aux tarifs. Et donc, ils se réveillent. Donc, vous avez un fermier qui va prendre la parole. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Al Ford, qui est l'élu, ce sont des élus générationnels. Hein. Ils sont là de père en fils, pour vous dire combien ces terres sont toujours républicaines. C'est-à-dire, votre père a fait toute carrière, vous prenez son siège après, et votre fils, votre fille, si elle veut vous suivre, elle pourra le faire, et les électeurs se souviennent encore. Et donc, écoutez cet électeur républicain. My great-great-grandfather helped open this university. I am pissed, and I'm pissed at you, because I have emailed you, because it's easier for me than to try to talk on the phone without profanity. I would appreciate you taking your father's U.S. Constitution book, read it, study it, make your own lines underneath it, and get Trump out of office. The man is a dictator. He knows nothing about what he talks about. I listened to him for about a half hour today, and I got sick at all the lies he brought up. Now, I'm about ready to lose my farm. Do you know why? I'm sure you don't know why. Lose your what, sir? Farm. Farm? Yeah. Why is that, sir? Because Missouri does not have wills. They have trust. They have legal zigzags. And a trust, most people don't know anything about. So I'm dealing with a state that's a crooked state, doesn't care about what farmers happen. The only reason why we have farmers today is because the federal government funds them. How much money of our tax money goes to farmers? Farmers work very hard, but they're funded by the federal government, not by selling groceries. That's what Foster Farms and all of those characters, that's where they get their money. The price of steaks, $20 a pound, because of big business. You want to straighten out the budget? Start taxing corporations and the wealthy, like we've been telling you. Do you think we're idiots? Do you think we don't pay taxes? Do you think that we don't have to make budgets? You talk about half-truths
when I listen to you. You know nothing about taking care of children because you've always had a really good paying job. You know nothing about what a working class citizen does. Come down here. Come down here and start trying to pay your medical insurance. Come down here and walk into Costco to try to feed your family, to feed your kid that's moved out, to feed your great-grandchildren. I had a very good job in California, and I'm able to feed my family, and it goes all the way to great-grandchildren. You're not helping me. Believe me, you're not helping me. You need to take your head out of Trump's ass and start doing your representation of us. On va lui prendre le micro. Incroyable. Vaguelette. Ouais, c'est 4 minutes, un petit peu moins de 4 minutes extraordinaires, où donc il s'en prend à son élu en disant « Vous devez commencer à nous représenter. Vous devez sortir votre tête des fesses de Donald Trump et de représenter. Vous n'avez aucune idée c'est quoi la vie au quotidien aux États-Unis. Combien c'est devenu difficile de survivre, de nourrir une famille. » Il explique que lui, parce qu'il a eu la chance d'avoir un bon boulot avant de devenir fermier, donc il a une véritable retraite, et donc c'est un privilégié, il en est à soutenir financièrement pour les nourrir ses arrière-petits-enfants. On est dans un monde complètement inversé, où ce n'est plus les nouvelles générations qui viennent aider les plus anciens, mais ce sont les anciens qui viennent aider les familles, leurs petits-enfants et leurs grands-petits-enfants, en expliquant qu'il doit relire la Constitution parce que la Constitution n'est plus respectée par Donald Trump au niveau dans son travail de président et qu'il devrait être viré, que c'est un dictateur, qu'il a suivi, donc c'était lundi, il avait suivi comme nous cette fameuse conférence de presse au Bureau Ovale en disant « mais après une demi-heure, on est obligé d'éteindre ». Il a eu beaucoup de patience d'être là pendant une demi-heure parce que c'est une série de mensonges. Donc je vous ai montré Texas, Missouri. Il y a le Maine aussi. Alors le Maine, c'est un petit peu différent, mais au Maine, il y a une élue républicaine qui s'appelle Susan Collins. Et à chaque fois qu'il y a une loi un petit peu effrayante qui est avancée, comme le One Big Beautiful Bill, les regards des démocrates, pleins d'espoir, se tournent vers deux élus, Lisa Murkowski du côté de l'Alaska et Susan Collins, parce que Lisa Murkowski est considérée comme étant une modérée. On a vu qu'elle a voté, malgré tout, le One Big Beautiful Bill en disant que ça allait rapporter de l'argent à l'Alaska et qu'elle était là pour ça. Les textes qui étaient prévus pour apporter cet argent à l'Alaska ont été supprimés après qu'elle ait voté. Donc, voilà. Et l'autre, c'est Susan Collins, parce qu'elle est dans un État qui est essentiellement démocrate, où elle est élue grâce aux voix de certains démocrates, aux indépendants, aux modérés. Et donc, Susan Collins, c'est elle qui, après, par exemple, le deuxième impeachment de Donald Trump, avait dit que finalement, alors qu'on pensait qu'elle allait voter pour cet impeachment, elle ne l'a pas fait, en disant « mais oui, mais je suis quand même assez inquiète. Je lui ai fait part de mes critiques. » Vous voyez comment les critiques de Susan Collins ont fait les effets. Mais bon, en tout cas, elle aussi, après des mois sans retourner devant les électeurs, hier, c'est l'été, elle n'est pas à Washington, elle est allée inaugurer une bibliothèque, je crois. On va voir comment ça s'est passé pour Susan Collins.
So, ma'am, if you would let me celebrate. Oh, please. There's no celebration during genocide. So, could you just... You're not so slim yourself. Could you please just listen for just one... We like you! No! You never listen to us! You never listen to your job! Listen. Your votes destroyed our Supreme Court! You refuse to have town halls with us. We are listening to us. For a moment. Why are you funding genocide? Could you just listen? You have voted for our Israel every vote. I have a suggestion. Could you listen to the suggestion? Vote Graham Plattner! Could you Could you listen to the suggestion? It better include a town hall. Here is my suggestion. I would like the town of Searsport, which has worked so hard with state, local, and with me, to bring today about, to be able to celebrate. What about Gaza? Could you just wait? Why? Why should we wait? Why should we wait? Why? You are the president of Elle disait quoi là? Parce que moi j'ai rien entendu. Elle leur demandait que c'était le moment, elle leur expliquait que c'était le moment de célébrer. Donc Susan Collins, il faut le savoir, elle est élue au Sénat depuis 1997. 1897, waouh. Non, 1997. Elle a gagné, Cody me disait, avec 51% des voix contre 42% des voix, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Donc, un écart qui n'est pas nécessairement, je crois que c'est moins de 70 ou 80 000 voix, qui est... Oui, mais bon, par rapport à la population du Maine, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les chiffres 51-42. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que évidemment, elle est là pour une inauguration. Le public en a décidé autrement. On lui dit que tous ses votes, parce que justement, elle a fait chaque fois ses campagnes, en gros, en disant qu'elle serait la voix de la raison du côté de Washington, et qu'elle était prête à voter avec l'administration Biden quand il fallait, avec Trump, et qu'elle ne voterait pas de manière un rubber stamp, ce qu'on appelle ici. C'est-à-dire que simplement parce que c'est une loi de Trump, elle donnerait son vote. Et on lui rappelle qu'elle a toujours voté, elle a voté tous les textes qui ont été présentés par Donald Trump. Le public, en plus, j'aurais pu vous montrer de longues minutes, n'apprécie pas son ton condescendant. Alors, elle leur parle un petit peu comme si c'était des enfants. Hein. Doucement, je vais vous raconter, j'ai une suggestion, écoutez. Et les gens disent non, mais c'est à vous de nous écouter. On en a marre, c'est à vous de nous écouter. Et c'est donc ce qui se passe sur le terrain. Hein, on est loin de Donald Trump qui nous parle pendant 3h17 en nous expliquant comment tout va bien. Et sur le terrain, on va partir, c'était hier en Breaking News, on va voir cette photo, Breaking News, du côté d'un autre État républicain qui est l'Iowa, avec cette nouvelle, hier, l'élection de Kathleen Dray dans l'Iowa. L'Iowa, c'est des élections locales, donc elle est élue au Sénat. C'est une élection spéciale et son élection permet aux démocrates de casser la supermajorité des républicains. Pour vous dire combien on était dans une situation où les républicains dominaient la politique de l'Iowa, une supermajorité, c'est quand vous avez plus de 2/3 des élus, qui fait qu'il n'y a aucun texte de loi qui permet, si vous décidez de faire quelque chose, de vous arrêter. Il n'y a aucun vote. Vous avez les 2/3 du Sénat, donc vous pouvez passer les lois que vous souhaitez. Il n'y a aucune procédure pour arrêter là. Et donc, Kathleen Dray a gagné
ce qui est extrêmement intéressant, c'est que son opposant, c'était un républicain pro-MAGA, un homme d'affaires, et elle est arrivée avec, son image de mère de famille, son image d'une personne qui est impliquée sur le terrain, et surtout, comme on va le voir, on va regarder son spot de campagne en expliquant que c'était terminé. Elle n'avait plus peur. Peur de Donald Trump, peur des MAGA, et c'est pour ça qu'elle avait décidé de se présenter. Vas-y, Thomas. Across Iowa, rural communities are shrinking. Schools are underfunded. Healthcare is out of reach. The political air is toxic and the water is nearly as bad. I'm done being afraid. I'm Caitlin Dre and I'm ready to work for change. Let's send a message to Des Moines. We need thoughtful policies that care more about people than pipelines. I'm Caitlin Dre and I'm asking for your vote in the special election on August 26th. I'm done to be afraid. C'est terminé. Je n'ai plus peur. Je vais combattre. J'en ai terminé avec la peur. C'est vraiment une déclaration. C'est la première chose. C'est la première chose qu'elle dit. C'est la première fois qu'elle utilise le mot I, je. Hein. Donc, c'est vraiment le cœur de cette campagne. Depuis 6 mois, nous, démocrates, y compris certains républicains, on vivait dans la peur de Donald Trump. C'est terminé. On voit aussi qu'elle a commencé son spot publicitaire en parlant des écoles. Hein, c'est un sujet qu'on n'entend jamais aux États-Unis et surtout pas avec du côté de l'administration de Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on appelle ça flip parce que c'est là qu'on va voir l'ampleur de ce qui s'est passé hier dans l'Iowa et vous allez comprendre pourquoi en termes de flip, il y en a un qui flippe actuellement. C'est qu'elle a gagné dans un district qui, en 2024, en novembre dernier, avait donné une victoire à Donald Trump avec 11 points d'avance. Et elle termine avec 8 points d'avance. Un peu plus, presque au total, un flip de 20 points. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des républicains qui a voté pour elle, il y a une partie qui n'est pas allée voter, parce qu'il y a cet effet Donald Trump qui risque de poser des problèmes aux républicains en 2026, c'est qu'il y a une partie de son électorat qui ne va voter que pour Donald Trump. On l'a vu dans toutes les autres élections où ils ne se déplacent pas, même si Donald Trump leur demande de le faire, même si Donald Trump apporte son soutien à un candidat, non, on se déplace pour Donald Trump. Il y a toujours cet effet Donald Trump. Et donc, victoire large dans ce qu'on appelle une special election, qui sont ces élections intermédiaires. Ces special elections, c'est une mesure extrêmement intéressante. On vous en avait parlé dans la campagne de 2024 en vous disant les résultats sont bons pour les démocrates. C'était une raison de plus de penser que Kamala Harris pouvait emporter l'élection. Ça ne s'est pas passé parce que justement, il y a eu l'effet Donald Trump, donc des gens qui sont allés voter, qui ne votent pas d'habitude parce que c'était Donald Trump. Mais ce qui est en train de se passer de l'Iowa à d'autres États où il y a eu des scrutins ces 6 derniers mois, en Floride, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour l'élection de 2026 et ça explique pourquoi Donald Trump, en ce moment, s'est lancé dans cette campagne pour 1. Refaire les cartes électorales, 2. Tenter d'interdire tout ce qui est vote par correspondance, participation, et 3. Limiter le droit de vote, et 4. Utiliser l'armée ou ICE pour intimider les gens le jour où ils doivent aller voter. Et donc, si vous revenez entre le 4e et le 1er, c'est super important parce que si vous supprimez la possibilité de voter par correspondance, les gens doivent se déplacer pour aller voter. Et s'ils se déplacent et que devant le bureau de vote, il y a des patrouilles de la garde nationale ou des patrouilles de ICE, ils n'iront pas voter. Et donc, s'ils ne peuvent pas aller voter, ils voudraient voter par correspondance. Et donc, vous voyez comment
ces deux points sont extrêmement liés. Mais je voudrais vous montrer cette étude. On n'est pas dans les sondages ici, hein. Vous comprenez bien, on n'est plus dans les sondages, on est dans des résultats concrets. Cette étude effectuée par le Washington Post sur la corrélation entre le vote de ces élections spéciales et les élections intermédiaires. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On voit que durant l'année 2017-2018, Trump est président des États-Unis, il a la majorité, un petit peu comme maintenant, mais maintenant en pire. On voit que au total, les démocrates ont fait plus 6 lors des élections intermédiaires. Ce plus 6 devient un plus 9 au niveau du vote de la Chambre. Ce plus 9 au niveau de la Chambre permet aux démocrates de reprendre la majorité et d'empêcher Donald Trump de continuer sa politique pendant ses 2 derniers mandats. On voit qu'en 2019-2020, plus 2 égale plus 3. Et on voit que ça marche quel que soit le parti politique. En 2021 et 2022, les républicains dominent ces élections spéciales et au moment de l'élection en novembre 2022, ils gagnent la majorité. La seule exception, c'est la campagne présidentielle que nous venons de vivre. Vous voyez, plus 2, c'est plus 3. Parce que l'effet Trump. Cette année, nous sommes à une moyenne de plus 13 pour les démocrates. Ça veut dire que non seulement ils gagnent la quasi-totalité de toutes ces élections spéciales, mais avec des scores, on vient de le voir, dans des territoires pro-Trump, des scores tellement importants qu'en moyenne, c'est plus 13. Regardez, c'est sans précédent ce qui est en train de se passer sur le terrain. On voit qu'en 2017-2018, le plus 6 des élections spéciales est devenu un plus 9. Pourquoi c'est extrêmement important ce plus 13 ? Parce que même si Donald Trump réussit à convaincre 5, 6 autres États républicains à rajouter des voix, à rajouter des sièges, à refaire leur carte électorale, la Californie, plus ce plus 13, permet quand même aux démocrates de gagner l'élection en faisant tomber des républicains qui sont aujourd'hui menacés dans des États ou dans des districts ou dans des circonscriptions qui d'habitude votent républicaines. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Hein, je répète ce point-là. Donald Trump est en ce moment en mission, il a envoyé J.D. Vance dans l'Indiana, de convaincre dans 5-6 autres États en plus de la Floride de dire « Revenez sur vos cartes électorales et donnez-moi plus de sièges. » Et en fin de route, peut-être qu'on va avoir un Gavin Newsom qui permet d'annuler le Texas, plus 5, moins 5. On va avoir un Wes Moore du côté de Maryland qui va redonner un siège. Mais en bout de course, selon les études, on se dit que si Donald Trump réussit, et il va réussir, il va permettre à avoir un avantage, avant même le premier bulletin de vote soit déposé dans une urne, de peut-être 5 à 6, voire 8 sièges républicains. Cette avance de plus 13 permet d'annuler ça et de donner un avantage aux démocrates. C'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Cet avantage de plus 13 permet aussi, lorsqu'on le regarde au niveau du Sénat, de dire non seulement les sénateurs démocrates sortants, et entre autres en Géorgie, dans ce cadre de cette vague bleue, sont réélus, mais ça permet aux démocrates d'aller dans certains États, dont l'Alaska, l'Ohio ou l'Iowa, de venir prendre des États aux républicains. C'est vraiment ce qui est en train de se jouer.
la réalité des États-Unis, c'est qu'il y a un rejet profond de Donald Trump qui dépasse la motivation des seuls démocrates au niveau des indépendants, et on vous l'a montré au niveau des certains républicains. Et c'est dans ce cadre-là que enfin le Parti démocrate, je ne vous parle pas ici de Gavin Newsom ou de AOC, le Parti démocrate, qui est désormais présidé par Kevin Martin, le DNC, a eu une super idée. Une super idée. Pendant des années, on va voir en 1978 en 1978 ou en 1982. 86, je crois. Pardon ? Donc, non, ça c'est pour plus tard, Thomas. Ça c'est 86. Tu dois en avoir d'autres, des plus anciens, sinon je ne les ai pas mis. Donc, c'est pas grave. Mais dans les années 70 et au début des années 80, jusqu'à justement 1986, les démocrates avaient une tradition. Ils faisaient quelque chose qui n'existait pas chez les républicains. Ils faisaient ce qu'on appelle une mini-convention. On se rappelle la convention l'été dernier du Parti démocrate, l'effet que ça avait eu alors que Kamala Harris était toute nouvelle candidate. On se souvient de cet effet, de ces images, de l'attention médiatique aussi, qui est extrêmement importante, de l'argent que ça avait levé et de la motivation des démocrates à aller voter. Et donc, pendant des années, pendant 20 ans, les démocrates ont toujours tenu une mini-convention l'été avant le scrutin, généralement souvent au mois d'août, avant le scrutin de novembre, pour les élections intermédiaires, pour justement présenter les candidats qui étaient dans des positions où ils pouvaient battre des sortants républicains, mettre en avant les différents élus qui, eux, avaient besoin d'aide, etc., et de montrer et d'exciter la base et d'avoir l'attention médiatique. Parce que si vous offrez 3 jours de convention aux médias, vous leur offrez 3 jours de programme. Ils vont être là. If you build it, they will come. Exactement. Et donc, Kevin Martin, c'est un scoop de Axios ce matin, a proposé, parce qu'en ce moment, il y avait une réunion pendant 3 jours du Parti démocrate, de faire exactement la même chose. De dire, on va faire une mini-convention l'été prochain pour préparer les élections, donc d'inscrire ces élections dans un référendum pour ou contre Donald Trump, dans un référendum pour soutenir la démocratie, en disant voilà, ça nous permettra d'avoir l'attention médiatique, la levée de fonds, etc. Et ce que veut faire, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, ce que veut faire Kevin Martin et le Parti démocrate, c'est de se dire on va montrer que le Parti démocrate s'est renouvelé et on va inviter pour des discours, donc vous imaginez, ça sera quasiment des discours de pré-campagne présidentielle. Ouais. On va inviter tous ces emerging leaders, donc ces leaders émergents du Parti démocrate. Sortez les emojis. La liste qui circule serait d'avoir, pendant cet événement qui va passer en direct pendant 3 jours sur tous les médias américains. Et évidemment, je peux vous garantir que s'il y a cette mini-convention, on va vous la faire vivre en direct et en français ici sur Maintenant Média. Si vous n'avez pas encore compris qu'il faut vous abonner et cliquer sur la sonnette de notification, vraiment, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Et donc, dans cette liste, il y a AOC qui serait là, Tim Walz, Kamala Harris serait invitée, même si elle n'est plus certaine de se lancer en campagne présidentielle. Il y aurait Pete Buttigieg, Mayor Pete. Il y aurait le gouverneur Pritzker du côté de Chicago. Si hier vous n'avez pas vu l'émission, on vous l'a présenté, on vous a présenté son parcours. Et évidemment, celui qui est désormais
le favori des sondages et des réseaux sociaux et des sites de paris sur l'élection, Gavin Newsom. Imaginez un petit peu la chose, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, si pendant 3 jours, il y a ce genre d'événement pour dire c'est la dernière ligne droite. Momentum. C'est pour sauver la démocratie américaine et c'est pour vous permettre, vous, Américains, démocrates, républicains, indépendants, qui souffraient sous la présidence de Donald Trump, de faire connaissance avec ces candidats qui, sur le terrain, vont venir défendre vos intérêts. Oui, T'en penses quoi? Tellement nécessaire, allez-y. Mais allez-y, les démocrates, s'il vous plaît. On est all-in. Et évidemment, on serait là. On vous partagerait ça avec des traductions. Mais ce serait fantastique d'avoir cette visibilité, de présenter des gens comme de cette nouvelle génération de démocrates à des électeurs qui connaissent peut-être pas ce qui a suivi ou ce qui suit Biden. C'est important d'entendre des voix face à Trump de résistance. Oui, wake up, all in. Vous le savez, le chat, là, c'est exactement ça. Ouais, le chat, vous en pensez quoi de cette idée? Alors, dites-moi, le chat, ce que vous pensez de cette idée et si vous serez là avec nous si jamais ça se passe. Est-ce que vous êtes all-in? C'est la question. Est-ce que vous êtes all-in? Est-ce que vous êtes all-in? Et un peu, ça répond à ce qu'on a dit émission après émission. On en a parlé encore hier. Le fait que Donald Trump a profité de 2022 à 2024, à son élection, du fait qu'il y avait un espace vide face à lui. Il ne faut pas le refaire. Et on se disait, c'est très bien qu'il y ait un Gavin Newsom parce qu'il assume aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas lui qui sera sur la ligne d'arrivée en novembre prochain. Il y a énormément de choses qui peuvent se produire entre-temps, mais de se dire qu'on ne va pas laisser l'espace à Donald Trump. Quand il vient poster sur les réseaux sociaux, on vient le troller immédiatement. Lorsqu'il fait une conférence de presse, on fait une conférence de presse. On combat, c'est ce que disait Gavin Newsom lorsqu'il était all-in, le feu avec le feu. Eh oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc oui, le chat est all-in, comme nous. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle ça et on va vous tenir au courant donc de ces détails à mesure que ça se prépare. À mesure qu'ils avancent. Et toi, Cody, tu en penses quoi et ton chat en pense quoi? On sera là. C'est une autre raison pour vous abonner parce qu'on va vivre ce moment en direct comme on a vécu une tonne d'événements, de moments historiques en direct avec vous, des minutes après que ça s'est passé ou en direct avec vous pendant que ça se passe. On est toujours là, on est toujours présent, donc abonnez-vous, mettez la sonnette de notification, la clochette pour être notifié dès que nous sommes en direct. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, vous pouvez nous retrouver sur maintenantmedia.com où on va encore plus loin de tout ça. Et en plus, je sais qu'on avait déjà évoqué ça, que Gavin Newsom voulait faire plein de meetings en Californie. On est à quelques heures de la Californie. On vit à quelques heures de la Californie. On a des caméras. 2 plus 2 égale... Faites le calcul dans le chat, parce que les maths, c'est pas pour moi, mais en tout cas, on y sera. Nous, on est all-in, on est tapis, vous le savez. Et je vois que le chat continue comme ça, d'être all-in. Merci beaucoup. Il y a Mamie Nanou qui est all-in avec nous, avec un flocon d'optimisme. Donc vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Continuez comme ça dans le chat. Vous êtes formidables. On y sera. Et vous serez avec nous. Exactement. Donc, merci Cody. Et donc, évidemment, on va suivre ce scoop de Axios, voir s'il se confirme. C'est pas quelque chose de nouveau. En 76, d'ailleurs, Thomas va vous le montrer, en 86, et c'est là pour vous montrer combien l'époque a changé. En 1986, le Parti démocrate avait décidé d'arrêter en se disant que, regardez, c'était donc, nous sommes il y a plus de 40 ans, en disant, finalement, ça sert pas à grand-chose. Not needed. C'est un gaspillage de temps, d'argent
et d'énergie. Ok. Donc, Kirk, qui était le patron du DNC, expliquait que, par exemple, vous comprenez, ça veut dire qu'on va demander à des volontaires de devoir construire une scène et ça prend du temps. Je pense qu'on avait un deuxième... On va pas s'embêter. On avait un deuxième extrait de cet article-là en disant, ben voilà, regardez, de 1974. Et c'est ça ce qui est beau, c'est que on va renouveler avec cette tradition. Cette tradition était dans cette volonté, dans cette Amérique des années 70 qui découvrait justement on sortait du monde du Watergate et tous les abus de pouvoir menés par Nixon, était de dire, regardez, on est le parti démocrate et le parti démocratique. C'est qu'on va faire cette convention avant. Il y avait même à l'époque une deuxième convention après les élections pour faire le bilan sur ce qui s'était passé, sur les promesses qui avaient été tenues ou pas. Et donc, en mettant en avant énormément les syndicats, c'est ce qui permettait aussi de connecter les démocrates avec le monde ouvrier. Hein, c'est ce monde ouvrier que Donald Trump affirme, on l'a vu hier, représenté. Donc, c'est vraiment, vraiment un point extrêmement important. J'espère que le DNC va aller jusqu'au bout, va être all-in sur cette décision, parce qu'effectivement, quand on voit le calendrier électoral, et on se dit, bah, dans la réalité, les élections intermédiaires, ce sont des élections locales dans plein d'endroits des États-Unis. Transformons-les en scrutin national. Et qui dit scrutin national dit un front uni de leaders et dit une convention nationale. Donc on espère, et évidemment, je ne pouvais pas conclure ce journal des vaguelettes extrêmement particulier, et c'est pour ça d'ailleurs, il est extrêmement riche, qu'il n'y aura pas d'œil sur les réseaux. Je veux qu'on termine sur une chose. Je vous rappelle aussi qu'après ça dit au revoir et merci, après le générique, on écoutera ensemble l'intégralité du discours de Robert F. Kennedy le 5 avril 1968. Mais avant ça, je ne pouvais pas terminer cette partie sans regarder avec vous ça. Across Iowa. How committed to getting this done are you? And I ask this because, look, I'm a Democrat, and part of being a Democrat is seeing that when the Republicans want to get something done, they won't let anything stand in their way, not the laws, not judges, not the U.S. Constitution. And like if Trump wants to do something, he'll just do it. And that's obviously a point of consternation among Democrats who are at the opposite end of the spectrum, where we had H.R. 1, our top priority when Democrats had full control of the House, the Senate, and the White House. Granted, we didn't have enough to overcome the filibuster, but we did have enough votes to eliminate the filibuster if we wanted to, which is to say that was our top priority, and we couldn't get it done with full control of government. It's exhausting. I'm sick of it, and I don't want to be on the receiving end of that anymore. I'm sick and tired of being on our heels. Got to be on our toes. It's not about, fighting back. It's about leaning forward, and it's about setting the tone and tenor. I'm sick of this party needs to wake up. These guys aren't screwing around. And I say this not in literal sense, but they're assassins when it comes to the way they weaponize grievance and the way they play politics. Enough. I mean, what more goddamn evidence do we need? Excuse my language. I mean, they've rolled back the last half century. In real time, that's just 6 months. Can you imagine this guy having an additional 42 months with no system of checks and balances, no oversight? I mean, seriously, the hell else more evidence do you need? This is an existential moment. And so Democrats, if we want to have a party, if we want to be functioning, not just as a party, but as a democracy, if we want a system of checks and balances, we believe in the rule of law, if you believe in popular sovereignty, this is not about popular sovereignty. This guy wants to wire. He tried to break this democracy, tried to light it on fire on January 6th. He just made a call to the governor of Texas saying, in this case, not find me the votes, but find me new seats to rig the game. If we want to still be in this game, we need to disabuse ourselves, disenthrall ourselves of the status quo in the past. We have got to enter a new mindset, and we've got to get back on this playing field, and we've got to do it with the kind of vigor that our kids and grandkids deserve, that liberty and freedom deserves this moment. The founding fathers deserve the principles that define the best of Roman Republic and Greek democracy. That's
on the line unless we stand the line and stand guard of this democracy. And that means we got to go on offense. No more defense. Go on offense. Fight fire with fire. So you ask me, am I in? I'm all in. You ask me, am I committed? I'm all in, committed, and resolved. And so this is not a bluff. This is a moment to be held to a higher level of accountability. Voilà, entre la candidate de l'élection dans l'Iowa qui nous expliquait qu'elle en avait terminé avec la peur et Gavin Newsom qui nous appelle à passer à l'attaque en disant voilà, il faut être all-in. Je pense que le chemin est tracé et s'il y a 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, vous en aviez pas ou peu d'espoir sur la capacité de réponse du peuple américain et de certains de ses élus, j'espère que cette partie d'émission vous aura convaincu qu'on est face à un monde des possibles. À tout de suite.